Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, des manifestations dans les prochains jours dans les grandes villes du pays. L'opposition togolaise toujours vent debout contre le régime du président Faure Gnassingbé. La coalition des partis de l'opposition veut mettre la pression sur le régime à quelques semaines du sommet de la CEDEAO. Après l'échec du dernier dialogue intertogolais, quelle place dans ce sommet pour les revendications de l'opposition togolaise? En quête d'alternance politique, ce sommet peut-il déboucher sur des pistes de sortie de crise après presque un an de tensions politiques? On en débat avec nos invités dans quelques instants. Près de 2 milliards de dollars fonds récoltés par la Gambie à l'issue de la conférence internationale tenue à Bruxelles. Les bailleurs internationaux au chevet donc de la Gambie, tout juste sortis de plus de 20 ans d'un régime sans partage et qui a mis à genoux des pans entiers de l'économie. Puis l'enfance au combat, 250 000 enfants soldats à travers le monde selon les chiffres de l'UNICEF. République démocratique du Congo, Nigeria, Somalie ou encore le Soudan du Sud, l'Afrique demeure le plus gros recruteur. Comment expliquer l'enlisement du phénomène sur le continent? On en parle là aussi dans la troisième partie de cette émission. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Carlos Ketou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du journal togolais L'Indépendant Express, président du patronat de la presse togolaise, également membre du bureau de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. À mes côtés, également, M. Sega Gondian, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes chercheur et consultant en management et sur ce plateau également Monsieur Yamboulia Dipama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du parti burkinabé, le MPP en France, le mouvement donc du peuple pour le progrès. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau ce soir. Place tout de suite à l'actualité politique. Au Togo, la contestation populaire a donc pris une tournure importante depuis le mois d'août dernier. La coalition de l'opposition annonce un nouveau cycle de manifestations dans les prochains jours, à quelques semaines donc de l'ouverture du sommet de la CEDEAO prévu en juin prochain à Lomé. La crise politique au Togo, une situation qui s'enlise donc depuis presque un an. Les Togolais descendent régulièrement dans les rues pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, mais aussi le départ du chef de l'État Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 13 ans et qui pourrait bien, avec la révision de la Constitution qui se profile, briguer 2 mandats supplémentaires. Maria Madramé. Secoué depuis août 2017 par une crise politique au Togo, le dialogue politique semble être dans l'impasse. La rencontre prévue ce mardi 22 mai entre la délégation de l'opposition togolaise et le président ghanéen Nana Akufo-Addo à Accra n'a pas eu lieu. Le chef de l'État ghanéen qui peine à concilier les positions de la mouvance présidentielle et de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. C'est un dialogue de sourds. Et c'est un dialogue de sourds auquel se livrent les protagonistes de la crise togolaise. Parce que les deux partis n'arrivent pas à s'entendre sur l'essentiel des réformes qui sont revendiquées par les 14 partis de l'opposition et qui drainent des populations dans la rue. Sollicités en ces moments de crise, les médias occupent une place d'autant plus sensible qu'ils sont parfois en première ligne. Le patronat de la presse interpelle d'ailleurs sur les pressions que subissent certains journalistes. Aujourd'hui au Togo, on connaît une partie des journalistes qui essaient de faire le travail de façon professionnelle et il y a eu d'autres parties de journalistes qui, en quelque sorte, font la propagande du pouvoir. Et cela ne va pas dans le sens d'une presse libre et indépendante. Et parce que ceux qui sont présentés comme la presse critique subissent le coup du musulman, de la prédation et des atteintes à ce musulman. Et ceux qui sont plus ou moins dans la loge du pouvoir bénéficient de tous ces avantages. En attendant la rencontre de l'opposition et le président Nana Akufo-Addo sur la suite à donner aux discussions et la position de la CEDEAO, le régime en place poursuit les préparatifs des prochaines élections. L'opposition, elle, campe sur ses positions qui exigent notamment le retour à la Constitution de 1992, la révision du cadre électoral et l'instauration du droit de vote des Togolais de l'étranger. Alors de cette crise togolaise, on va pouvoir en parler largement avec vous, Monsieur Carlos Ketou. Alors pour l'heure, les positions restent diamétralement opposées. Côté pouvoir, c'est le statu quo autour donc de cette révision de la Constitution qui
permettrait au président Faure Gnassingbé de se représenter au scrutin de 2020-2025. Et pour l'opposition, le mot d'ordre reste le même, la démission du président Faure Gnassingbé, mais aussi le retour à la Constitution de 1992. Il s'agit en fait pour l'opposition d'aboutir finalement à l'alternance dans ce pays. Un sommet de la CEDEAO doit donc s'ouvrir en juin. Qu'est-ce que l'opposition togolaise peut espérer de cette rencontre? Est-ce qu'il peut permettre d'aller vers de véritables pistes de sortie de crise, ou alors l'issue est déjà connue d'avance? Monsieur Kieto. Oui, le Togo connaît une situation d'effondrement total avec la crise au niveau politique et économique et au niveau social. Et l'opposition réunie au sein de la coalition des 14 partis ne baisse pas les bras. Et les derniers événements qui devaient permettre notamment à l'opposition de rencontrer le médiateur, le facilitateur ghanéen John Nana Akufo-Addo, le président ghanéen. Le président ghanéen, le rendez-vous n'a pas eu lieu compte tenu de l'agenda du président. Et l'opposition allait chez le médiateur pour encore réitérer ses revendications et ses positions vis-à-vis de la crise. Vous savez que l'opposition togolaise réclame le retour à la Constitution de 92. C'est une constitution qui avait été votée par 98% des Togolais en 92, mais qui a été systématiquement toilettée, comme on le dit. Et la substance liée à une élection démocratique a été expurgée de cette constitution, notamment la limitation du mandat et le mode de scrutin. Donc, ce qui fait qu'au niveau du dialogue, quand l'opposition réclame le retour à la Constitution, le pouvoir politique du Togo n'en veut pas entendre parler. Ce qui fait que le dialogue devient un marché de dupes ou bien une brocante où chaque acteur pose des revendications qui ne sont pas partagées par l'un ou l'autre. C'est le cas par exemple pour l'opposition qui demande depuis 2006 l'application de l'accord politique global qui a été signé entre les partis après la prise de pouvoir de Faure Gnassingbé qui avait succédé à son père Gnassingbé Adema dans un bain de sang. Donc l'opposition veut qu'on applique les réformes constitutionnelles et institutionnelles. 10 ans, cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle sortie de l'opposition avec le leader du PNP, Tite Adam, qui a lancé les hostilités en août 2017, le 19 août précisément. Et aujourd'hui, les populations réclament que ces réformes soient faites et qu'en 2020, Faure Gnassingbé puisse quitter le pouvoir dans la mesure où il a déjà fait 3 mandats. Et on veut qu'en aucun cas, nous ne puissions se présenter dans la nouvelle constitution à un 3e mandat présidentiel. Alors voilà donc pour le contexte, le climat de manière générale depuis un an. Alors sur ce sommet qui s'ouvre donc en juin, qu'est-ce qui peut en sortir dans la mesure où on sait que la CEDEAO est présidée par le président togolais Faure Gnassingbé? Qu'est-ce qui peut sortir quelles recommandations? Au-delà, je crois qu'il faut poser le problème de fond. Il y a pas mal de péripéties, il y a des revendications qui peuvent bouger, il y a des choses qui peuvent changer. Mais le fond du problème, il est ailleurs, on le rencontre ailleurs. J'ai du mal à comprendre qu'un individu, qui qu'il soit, quelles que soient ses qualités, puisse considérer qu'en dehors de lui, personne dans un pays de 7 à 8 millions d'habitants n'a la capacité à diriger. C'est d'une prétention juste incroyable, qu'on puisse s'imaginer indispensable. Et si on considère qu'on n'est pas indispensable, on doit pouvoir considérer également que d'autres ont des capacités, pas forcément les mêmes, et ont en particulier la capacité de diriger différemment, avec d'autres sensibilités, en enrichissant le vécu des gens. Et le vrai problème, il est là. Comment peut-on, en tant qu'individu, considérer qu'on est le seul capable de diriger un pays et que sur des millions de personnes, il n'y a aucune autre capacité que la sienne? Comment les gens qui suivent et qui, vous l'avez dit, les gens de la majorité, qui suivent et qui défendent ce point de vue, peuvent-ils considérer qu'il y a un être surnaturel qui serait issu de je ne sais où et qui tout d'un coup devient indispensable? Le jour où il va mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Yamboulia Dipama.
Sur ce sommet de la CEDEAO, puisque c'est censé être une étape décisive, entre guillemets, en tout cas pour l'opposition. C'est vrai que la crise, elle dure quand même depuis plus de 3 décennies. Enfin, c'est 3 mandats, mais il y a quand même, ça fait depuis son papa, son père, donc le président Yassimbe. Moi, je crois que pour ce sommet, déjà fort, il sera plus président en exercice donc de la CEDEAO. Donc, il y a quelque chose quelque part qui permettrait donc qu'il se libère. Ensuite, il y a l'autre aspect qui est qu'il faudrait que les institutions ou l'opposition, au-delà donc de ces revendications qui sont sur la réforme électorale, sur la gestion en fait du pouvoir, puissent aller plus loin en fait dans les exigences, parce que même si le président Yassimbe, le président Faure n'est plus élu, il faudrait à un moment donné, ou en tout cas quitte le pouvoir, il faudrait reformer fondamentalement les institutions pour rendre les institutions plus fortes et républicaines. Parce que le fondement du problème aussi, il est là. Parce que alors pour vous, l'opposition n'émet pas encore de véritables propositions, pas de programme. C'est pas que l'opposition n'émet pas de véritables propositions. La volonté de l'opposition aujourd'hui, c'est que le président quitte le pouvoir. C'est aboutir à une alternance. Aboutir à une alternance, donc c'est sur un peu les réformes électorales, sur cette notion de constitution. Et maintenant, moi, j'exhorte en tout cas l'opposition à aller plus loin, plus profondément en fait dans ces réformes, puisque véritablement, même s'il n'est plus président, après il y a quand même ces institutions qui ne sont peut-être pas très fortes. Il y a des réformes qu'il faudrait mener dans ce pays. Moi, je crois qu'il faudrait aller vers une assise nationale fondamentalement. Oui, l'opposition est déjà allée très loin dans ses revendications, parce que au-delà de la question du retour de la Constitution de 92, il y a les questions de réformes qui durent depuis des années, depuis même les temps de Yassimbe et Adima Père. D'abord, il y a le premier principe sur lequel tous les Togolais ne veulent plus être d'accord, c'est le principe de 50 ans au pouvoir de la famille Yassimbe, père et fils. Et ensuite, quand on parle des réformes institutionnelles et constitutionnelles, il faut comprendre qu'au Togo, aujourd'hui, toutes les institutions sont inféodées au pouvoir en place. Si nous prenons la Cour constitutionnelle, le président de la Cour constitutionnelle est un militant, un classique du pouvoir RPT Unir, donc il ne peut jamais trancher en faveur de l'opposition. Cela s'est passé, on a déjà fait l'expérience dans les 3 décennies. Quand nous prenons la haute autorité de la communication également, c'est une institution également qui est truffée des membres de politique. Quand vous prenez également la Commission électorale nationale indépendante, qui est censée organiser les élections, c'est encore le pouvoir qui a réussi à mettre ces hommes. On a même des exemples, on a des exemples qui vont plus loin, parce qu'il y a même la Cour constitutionnelle qui a proclamé les résultats avant que la CENI ne donne les résultats à un moment donné. Ce que je voudrais dire simplement, c'est pas que c'est simplement cette gestion transitoire qui va avoir lieu si le président n'est plus, en tout cas, dès le début du dialogue, c'est cette gestion transitoire là où il faudrait aller un peu plus loin. L'opposition a proposé la transition politique, mais le pouvoir ne veut pas en entendre parler, parce que dès que le dialogue a été lancé, il y a l'opposition et le pouvoir en place dit qu'il ne veut pas entendre parler de la non-candidature du président Faure Gnassingbé en 2020. Donc, sur ce principe, si l'opposition veut maintenir la position sur la non-candidature de Faure Gnassingbé en 2020, là, le dialogue ne pourra pas aboutir. Et c'est ça qui constitue l'un des points de blocage de ce dialogue. Si vous permettez. Allez-y. Pour revenir à votre question sur le sommet de la CEDEAO, il y a quelques années, je ne sais plus quelle date exactement, au niveau africain, ils avaient décidé que tant de temps avant des élections, plus de possibilités de tripatouillage constitutionnel. Ce qui n'a pas été respecté. Au Togo, naturellement. Ah oui, pas seulement au Togo. Ce qui n'a pas été respecté. Donc on voit tout de suite les limites de ces sommets et des décisions qui peuvent y être prises. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous dites qu'il faut travailler sur les institutions, des institutions stables et solides, dès lors qu'un pouvoir sûr de son succès lors d'un référendum a la possibilité de modifier la Constitution, mais c'est un vœu qui ne porte nulle part. C'est ça. C'est du très court terme. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'il faut, à un moment donné, mais de quelle façon, ça c'est toute la question qui est posée au sommet de la CEDEAO, entre autres, c'est comment faire pour qu'il y ait des règles acceptées à un moment donné, parce que c'est toujours accepté à un moment donné, c'est après qu'on change d'avis, accepté à un moment donné, et que ces règles-là, on se donne des mécanismes pour les faire respecter. Si vous n'avez pas ces mécanismes, vous avez toujours la possibilité de faire des tripatouillages, donc aucune institution n'est à l'abri. Le véritable problème,
c'est que même ces observateurs ou ces apports au niveau de la CEDEAO ou des experts internationaux ou des médiateurs, en fait, le véritable problème, c'est qu'au-delà de ces médiateurs, il faut que les partis politiques s'organisent fondamentalement, que la société civile aussi joue son rôle véritablement de veille citoyenne et qu'on impulse une volonté de pouvoir faire partir le président. C'est ce qui arrive au Burkina Faso. Mais alors quand même, depuis le mois d'août, on voit ces manifestations qui rassemblent des centaines de milliers de Togolais dans la rue. On a aussi une mobilisation formée en coalition qui porte un seul même mot d'ordre. On a un régime qui est très violent, qui est très barbare aussi. Vous avez touché un point important, la question de la société civile. Tous les acteurs qui sont systématiquement arrêtés et mis en prison. Parce que il faudrait enfin, je n'ai pas une expérience, enfin, le Burkina a une certaine expérience par rapport à l'insurrection, je n'ai pas de leçons véritablement à donner, mais pourquoi aujourd'hui le président Faure est toujours au pouvoir? C'est parce que il a eu la population à l'usure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, au début de la crise, s'ils arrivaient à le faire partir, à un moment donné, c'était, on allait l'extrader un peu comme le Blaise Compaoré. Oui, le problème fondamental. Mais fondamentalement, ça a duré sur le temps, donc il a eu la population à l'usure, il a eu la possibilité de reprimer la population. Donc il compte sur un essoufflement du mouvement. Il compte sur un essoufflement du mouvement parce que malheureusement, à un moment donné, et on le constate même dans les acteurs de la société civile et des partis, à un moment donné, il y a des gens qui ont peut-être... qui sont peut-être faibles du ventre et qu'on peut forcément les acheter. Tout le monde a un prix, comme on le dit souvent très, très banalement. Mais oui, c'est dit qu'aujourd'hui, c'est la structuration de la société civile et comment on s'organise véritablement avec les partis politiques pour contraindre le président Faure à partir du pouvoir. Oui, mais si l'opposition... peut-être la question fondamentale. Voilà, si l'opposition continue de maintenir la pression aujourd'hui, il faut tirer chapeau à l'opposition togolaise. Parce que, vous savez, au début de la crise, au début des contestations, le pouvoir a militarisé toutes les zones. Et tous ceux qui tentent de s'opposer par des manifestations, par des déclarations, sont systématiquement arrêtés. Aujourd'hui, nous avons des responsables des droits de l'homme qui sont en prison. Nous avons des responsables de la société civile, des mouvements citoyens Mboueke, qui sont également gardés en prison. Et le pouvoir fonctionne sur une base oligarchique de l'armée, où c'est l'armée qui intervient à la moindre incartade avec des chars et des kalachnikovs. Pardonnez-moi, je ne veux pas vous couper. On va continuer de parler donc de cette crise togolaise, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.